Alors, dans ma présentation, donc, j'ai vraiment essayé de me tenir à ce titre, ce titre qui est Prédire les maladies, la force des algorithmes. Donc, on va resserrer vraiment la discussion autour de cela. J'ai trois grandes parties dans cette présentation. La première qui explique comment est-ce qu'aujourd'hui, avant les big data, et donc aujourd'hui et hier plutôt, on a utilisé et on utilise toujours les algorithmes dans la pratique médicale. Et puis, c'est l'arrivée des big data, aussi en médecine, qui nous ont obligés à changer de paradigme d'algorithme, si on veut. Et puis ça, j'y viendrai à ce moment-là. Et puis, surtout, de façon très importante, pour le côté appliqué de tout cela, c'est à quoi servent ces algorithmes aujourd'hui, quels sont leurs succès, mais aussi quels sont les défis. Et il y a peut-être plus de défis que de succès pour l'instant, mais les scientifiques sont là et c'est pour relever des défis. C'est leur raison d'être, donc tout va bien. Donc, je vais commencer par quelque chose de simple. Qu'est-ce qu'un algorithme? Alors, moi, j'étais la première à me poser la question et j'ai jamais osé la poser à mes collègues parce que tout le monde semblait savoir de quoi il parlait. Moi, j'étais pas trop sûre. Donc, je suis retournée sur des choses de tout à fait de base. Et puis, j'ai trouvé cette définition qui me paraît très opérative. C'est-à-dire que, voilà, un algorithme, c'est une suite finie, non ambiguë, on ne peut pas se tromper, il y a toujours une chose à faire, donc non ambiguë d'opération ou d'instruction permettant de résoudre un problème ou d'obtenir un résultat. Donc si on veut simplifier cette phrase, on a des données de départ, on sait quel résultat on veut avoir, et entre les deux, on a toute une suite d'opérations qui sont parfaitement définies et qui s'enchaînent les unes après les autres, qui permettent de passer de ces données au résultat. Donc, l'exemple que je vais vous prendre, c'est un exemple pas tout à fait médical, mais qui s'en rapproche. C'est la donnée de départ, c'est un ambulancier qui arrive sur le site d'un accident, puis le résultat qu'il doit avoir, décidément, bon alors je vais me mettre délibérément là, et puis comme ça va aller mieux. Donc, le résultat qu'on doit avoir ici, c'est qu'il puisse s'approcher de la victime sans qu'il y ait une mise en danger de quiconque. C'est juste cette opération-là, qui, en fait, dans le cours de formation aux ambulanciers, eh bien, on leur présente cet algorithme. C'est quoi cet algorithme? Eh bien, on pose d'abord les questions. D'abord, est-ce que le sauveteur, c'est-à-dire l'ambulancier en l'occurrence, est en danger? Et il y a toujours deux possibilités, oui ou non. Si c'est non, très bien, il va pouvoir s'intéresser à la prochaine question qui est est-ce qu'il y a un danger pour la victime? Mais si c'est oui, alors la question suivante, c'est est-ce que ce danger est contrôlable? Alors là, à nouveau, une réflexion à deux pendants. Si c'est oui, eh bien, il faut supprimer le danger. Puis si on ne peut pas le contrôler, eh bien, il faut baliser la zone, faire alerter, et puis on ne peut pas aller plus loin. Donc voilà. Et si jamais on est dans cette situation-là, on revient à la situation où il n'y a plus de danger pour le sauveteur. Maintenant qu'il est hors de danger, lui, il va pouvoir s'intéresser à la victime. Et puis on a le même mode opératoire. Est-ce qu'il y a un danger? Si oui, est-ce qu'il est contrôlable? Sinon, eh bien, on s'intéresse à ce qui se passe pour les témoins et à nouveau, toujours cette même opération. Donc vous voyez, c'est une suite d'opérations qui sont parfaitement balisées et qui sont utilisées par l'ambulancier quand il arrive sur le site de l'accident en faisant le tour du problème où d'abord, moi, il ne faut pas que je me mette en danger, parce que si le sauveteur est en danger, c'est fini, on arrête tout. Donc, le sauveteur, la victime et les témoins. Et puis après, on va enfin pouvoir s'approcher et parler à la victime. Ça, c'est un algorithme. C'est une série d'opérations, d'instructions qui permettent d'aboutir à un résultat qui est la non-mise en danger de quiconque dans l'approche du malade. Alors, en médecine, ça se traduit comment? Plus typiquement, je vous ai pris un exemple très simple qu'on trouve sur le site oncologique, c'est on cherche à faire un diagnostic, et là, c'est l'exemple du carcinome cutané, donc d'un cancer de la peau. Et puis, là, on a ce qu'on appelle aussi un arbre de décision, c'est-à-dire qu'on va poser une première question, oui ou non, et puis suivant si c'est oui, si c'est non, on va avoir une autre question, et on progresse comme ça. Donc ici, on a
une biopsie cutanée, donc la biopsie de la tumeur pour savoir, ou de la lésion pour savoir de quoi il s'agit. Et puis une première question, est-ce qu'il y a une infiltration du derme? Si c'est oui, alors on est dans des tumeurs infiltrantes et on rentre dans ce bilan qui est mentionné ici. S'il n'y a pas d'infiltration du derme, eh bien, on est ici, c'est un cas de carcinome intraépidermique, et ça, c'est la prochaine question. Est-ce qu'il y a des lésions? Est-ce que dans cette biopsie, on voit des signes de carcinome ou pas? S'il n'y en a pas, alors c'est que c'est un état précancéreux. S'il y en a, eh bien, on a un carcinome in situ. Et là, à nouveau, eh bien, le diagnostic est différent. Donc, vous voyez que là, dans cette approche, on a aussi un algorithme qui permet de pouvoir procéder de façon séquentielle et toujours de façon juste, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on met en priorité les bonnes questions. La bonne question, c'est de savoir d'abord si ça infiltre le derme. Puis après, on ira voir quel type de lésion. Donc ça, c'est un exemple d'un arbre, ce qu'on appelle un arbre de décision, pour faire un diagnostic. On a la même chose quand il s'agit de décider du meilleur traitement qu'on veut donner. Non, c'est pas ça, c'est ça qui joue. Donc, un arbre de décision pour proposer le meilleur traitement. Eh bien, là, je suis restée sur ce cancer de la peau, dans lequel, si c'est une lésion qui se développe sur une cicatrice, eh bien, on a une attitude chirurgicale. Si c'est non, on va avoir une autre. Et on pose comme ça, séquentiellement, ces trois questions. Est-ce qu'elle est sur cicatrice? Est-ce que la lésion est unique? Est-ce qu'il y en a de multiples et si elles sont très étendues? Et à chaque fois, on a une décision qui va correspondre donc au protocole respecté. Donc ces arbres de décision sont des algorithmes qui sont extrêmement utilisés en pratique médicale. Elles sont tellement utilisées que c'est une sorte de, comment on peut appeler ça, les bonnes procédures. J'ai oublié le terme précis qu'on utilise pour parler des bonnes procédures. Donc, il est publié pour de très nombreuses pathologies. C'est ce type de questions, ce type d'approche, d'examens qui doivent être faits en fonction des questions qui sont posées. Donc là, je vous ai montré pour le diagnostic, pour le traitement, mais là, on veut parler des algorithmes pour prédire. Alors, qu'est-ce qu'on veut prédire en médecine? Alors, on veut prédire si la personne va bien répondre à un traitement. On voudrait aussi prédire, est-ce que la maladie va finalement être très peu progressive et puis qu'elle va arriver à rester cantonnée dans une altération assez minimale de l'état de santé, ou est-ce qu'au contraire, ça risque de s'aggraver très vite? Et puis surtout, aujourd'hui, ce qui fait un petit peu le buzz dans la médecine, c'est qu'on voudrait pouvoir prédire l'apparition d'une maladie avant même que cette maladie, bien sûr, soit présente. Alors, comment est-ce qu'on fait pour ça? Eh bien, on utilise des scores. Donc là, le score, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on fait, et là, je pense que chacun, en tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé, et puis je pense que à chacun c'est arrivé, dans le cabinet du médecin, on répond à un certain nombre de questions, le médecin coche ses petites croix, fait un calcul de points, et puis à la fin, il vous dit, ben voilà, vous avez un risque ou pas. Alors, on fait des scores pour prédire la survenue d'un infarctus, par exemple, pour prédire la survenue du diabète de type 2, pour prédire est-ce qu'il y a un risque de survenue d'Alzheimer. Donc tout ça, on les fait, et ces scores sont des scores cliniques. C'est-à-dire que là, je vous ai pris comment est-ce qu'on prédit la survenue d'un diabète de type 2 dans les 9 ans. Alors, ne me demandez pas pourquoi c'est 9 ans et que ce n'est pas 10 ans. Je pense que ça, c'est l'étude. J'ai repris une étude qui est tout à fait bien établie. C'est ce qu'on appelle le score de Firmingham. Et qu'est-ce qui tient compte, ce score? De quoi on se base? Sur quoi on se base pour faire cette prédiction? Eh bien, on se tient compte de l'âge, de l'indice de masse corporelle et du tour de taille, donc des indices d'obésité ou pas, de l'activité physique journalière. Est-ce que vous mangez des fruits et légumes tous les jours? Est-ce que vous prenez des médicaments contre l'hypertension? Est-ce qu'une fois dans votre vie, on vous a trouvé un taux élevé de glucose dans le sang ou de sucre dans le sang? Et puis, est-ce que vous avez des parents proches, c'est-à-dire le plus souvent juste vos propres parents, qui souffrent du diabète? Pour chacun de ces points, il y a un poids qui est donné. Si vous avez 0 point, c'est qu'il y a 0
c'est pas un facteur de risque. Hein. Si vous faites une activité physique journalière d'au moins 20 minutes ou 30 minutes, eh bien pour cette activité-là, vous aurez 0 point parce que c'est une bonne activité et ça a un effet bénéfique. Si vous prenez des médicaments contre l'hypertension, suivant la dose du médicament que vous allez avoir à prendre, eh bien vous aurez 1 ou 2 points. Le résultat, grâce à tous ces indices cliniques, c'est qu'on fait un score. Et puis, c'est là où on rentre aussi dans l'algorithme. L'algorithme, c'est d'abord effectuer le score et ensuite, en fonction du score obtenu, de prendre une décision. Puis on voit ici, si on a moins de 11 points au total ici, eh bien, il n'y a quasiment pas de risque que vous ayez un diabète dans les 10 ans qui viennent. Donc, il n'y a pas de panique. Et puis, la décision, c'est que vous êtes reconvoqué 5 ans plus tard pour faire un nouveau score pour voir si les choses ont changé ou pas. S'il est entre 12 et 17, on estime que le risque est élevé. Un risque élevé, ça veut dire qu'il est de 9 fois supérieur à ce que vous auriez si vous aviez par rapport au risque minime. Hein, c'est toujours un risque relatif. Hein, vous avez 9 fois plus de risque ici que si vous aviez moins de ces 11 points. Alors là, on fait une analyse de sang. Cette fois, on est invasif, on fait une analyse de sang, et puis on vous reconvoque tous les 2-3 ans pour être sûr que ça n'évolue pas vers le diabète. Mais en plus de ça, on vous donne des recommandations. On vous dit maintenant, il va falloir faire de l'activité physique, et puis il va falloir regarder mieux ce que vous mangez. Et puis, si vous avez plus de 18 points, le risque est très élevé. Hein, c'est 20 fois plus élevé que si vous aviez ici moins de 11 points. Et puis là, c'est tous les ans qu'on va faire ça. Et puis, vous allez avoir besoin d'être vraiment suivi et aidé pour être sûr que vous faites une activité physique qui est raisonnable et puis une nutrition aussi raisonnable. Donc, vous voyez, ces algorithmes sont utilisés de façon très routinière dans tous les cabinets de médecins. Donc, cette omniprésence de la démarche algorithmique, hein, elle est basée sur des faits, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on a décidé ce score? On ne l'a pas inventé comme ça, il y a eu des études épidémiologiques très importantes qui ont été faites, et puis c'est des chercheurs cliniciens qui ont réussi à établir ça basé sur des statistiques de très nombreuses cohortes de patients pour voir comment est-ce qu'ils se comportaient par rapport à ces scores. Et puis, donc, cette démarche algorithmique ont été élaborées, validées et utilisées par les médecins. Et le médecin est vraiment au cœur de ce processus. Le problème, aujourd'hui, ou la chance, hein, ça c'est les deux, je pense, hein, c'est qu'il y a les big data qui viennent nous exploser un petit peu toute cette pensée. Pourquoi est-ce que ça ne nous l'explose pas dans la mesure où tout ce qui a été fait avant n'est pas faux? Simplement, là, maintenant, on a d'autres informations qu'on veut pouvoir utiliser. Alors, c'est quoi les big data en médecine? C'est toutes ces quantités des quantités massives de données non structurées en lien avec la santé des individus. Alors, on a les données de recherche. Il faut voir qu'il y a énormément de recherches qui s'effectuent et en lien avec des aspects de santé. Et donc, c'est quelque chose, par exemple, sur le diabète, il y a quelque chose comme 1000 publications qui sortent par semaine. Donc, quand vous êtes un médecin généraliste au cabinet, vous ne pouvez pas lire ces 1000 publications. C'est juste impossible. Jusqu'à présent, ce n'était pas un problème, mais maintenant qu'on peut avoir accès à ces informations, eh bien, on s'attend à ce qu'on puisse prendre compte de ces nouvelles données. C'est aussi les données collectées à partir des innombrables applications numériques. Alors, vous en connaissez certainement plein, notamment celle-là. Celle-là, là, voilà, dès que je fais un mouvement, il me dit que je fais un pas, c'est très bien, je vais faire beaucoup de pas ce soir. Mais donc, des applications qui enregistrent votre activité physique, hein, qui vous dit, voilà, aujourd'hui, vous avez fait 10 000 pas. Ça, c'est super, parce que c'est ce qu'on demande. Hein, le plus souvent, quand même, c'est un petit peu moins, il faut avoir du temps pour marcher 10 000 pas. Mais, voilà. Alors, il y a l'activité physique, mais il y a aussi des choses beaucoup plus proches. Enfin, il y a le sommeil, par exemple. Hein, il y a des applications qui permettent
de voir, hein, est-ce que vous dormez bien ou est-ce que vous ne dormez pas bien. Ne me demandez pas comment ça marche parce que je n'ai pas été voir, mais moi je dors très bien, donc je n'ai pas de soucis, j'ai pas été... Mais il y a ces applications. Il y a des applications dans lesquelles vous prenez en photo le plat que vous allez manger, et puis l'application vous sort, et bien voilà, vous allez manger 600 calories, et dans ces 600 calories, il y aura 60% de graisse, et puis 30% de sucre. Hein, et puis 10% de protéines. Donc, ces applications-là génèrent beaucoup de données qui sont en fait aujourd'hui relativement peu utilisées par la médecine parce qu'on ne sait pas encore très bien comment les rapatrier et comment en faire, comment les mettre ensemble, mais elles sont là. Et puis surtout, ce qui fait un peu exploser les compteurs en termes de big data, eh bien, ce sont les données génomiques individuelles. Et puis c'est de ça dont je vais vous parler maintenant. Donc il y a une seule possibilité pour pouvoir intégrer toutes ces données, c'est l'intelligence artificielle et la capacité de produire des nouveaux algorithmes qui tiennent compte de tout cela. Donc maintenant, on entre dans l'ère dite génomique. Alors, dans le langage scientifique, on dit qu'on est déjà dans l'ère post-génomique. C'est-à-dire que le génome, maintenant, on sait à quoi il ressemble, et puis on rentre dans l'application. Hein, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire de ce génome? Alors ça, c'est une diapositive très simple qui rappelle qu'est-ce que c'est que le génome. Donc, on est tous constitués d'organes, on a un appareil respiratoire, cardiovasculaire, on a un foie, un pancréas, une rate, et puis chacun de ces organes, la composante universelle, entre guillemets, de l'organisme humain, c'est la cellule. Ça, c'est la plus petite unité dans laquelle il y a toutes les informations qui permettent le bon fonctionnement de l'entier de l'organisme. Donc ici, dans chaque cellule, il y a le noyau, et dans ce noyau, il y a ce fameux ADN hein, qu'on retrouve ici. Hein, c'est ce long fil d'informations que je vais vous décrire un tout petit peu plus après. Donc, et dans cet ADN, il y a les gènes. Alors, les gènes n'occupent qu'une petite partie de l'ADN, mais c'est des pièces maîtresses. Pourquoi des pièces maîtresses? C'est que ici, dans cet ADN, vous voyez, on a les gènes. Les gènes, pourquoi est-ce qu'ils sont si importants? C'est parce que c'est que selon les informations données par le gène qu'on est capable, que chaque cellule est capable de fabriquer les protéines. Alors pourquoi est-ce que les protéines seraient plus importantes que les sucres ou les lipides? Eh bien, c'est parce que ces protéines, elles jouent un rôle essentiel. Elles jouent un rôle dans la structure des cellules. Elles jouent un rôle dans l'activité enzymatique. Tous les enzymes qui permettent de synthétiser de nombreuses autres molécules, ce sont des protéines. Et puis, elles ont en plus une activité de régulation, c'est-à-dire que la protéine est capable d'agir en feedback, comme on appelle, hein, pour pouvoir modifier l'utilisation de ces gènes. Donc ici, on a ce que j'appelle le génome, c'est-à-dire l'ensemble de tous les gènes, est autosuffisant. C'est-à-dire que si on a toutes les informations, et si on a tous les gènes dans une cellule, eh bien, la cellule peut fonctionner en toute autosuffisance. On n'a pas besoin d'autres informations de l'extérieur. Alors ça, c'est un peu un dogme. Hein. Ce n'est pas tout à fait la réalité. Mais c'est basé là-dessus qu'on a, du coup, se dit, mais si on connaît tous nos gènes, à ce moment-là, puisque c'est les gènes qui finalement maîtrisent la synthèse des protéines, et puis que c'est le bon fonctionnement des protéines qui assure notre bon état de santé, eh bien, si on connaît tous nos gènes, on devrait être capable de savoir exactement ce qui se passe hein, au niveau de leur fonctionnement. Alors, ça, c'est rendu possible maintenant avec ces progrès énormes qui ont été faits. Et ça, c'est le séquençage de masse. Hein, il faut voir que le premier séquençage du génome humain, il a été publié en 2001, donc ce n'est pas si vieux que ça quand même. Hein, et en 2001, ça a pris 13 ans. Ça a pris des milliards de francs, d'euros, pardon. Hein, je suis suisse, alors c'est pour ça que je parle en francs. Mais... Et puis,
ça a mis, comme je vous ai dit, 13 ans et plus de 30 institutions entières étaient dédiées à séquencer ce génome. Aujourd'hui, on le fait en quelques heures et pour environ 800 €. C'est à peu près le... Et on pense qu'on va encore pouvoir baisser les prix de ça. Donc on obtient un séquençage complet. Alors qu'est-ce que c'est que la séquence, hein? Parce que ça, c'est un mot qu'on utilise souvent. Hein. Le séquençage, ça représente la cellule avec son noyau, le chromosome, et puis ce fil d'ADN dont je vous ai parlé. Et puis ce fil d'ADN, en fait, c'est simplement le positionnement de 4 molécules hein, qui s'appellent ATGC. Je ne vais pas vous donner les détails chimiques de ces molécules, mais l'enchaînement de ces simples 4 molécules le long de 3,2 milliards de bases. Il faut bien voir que dans chaque cellule, l'ADN est formé de 3,2 milliards de ces bases, mais toujours simplement 4 bases. Et c'est leur enchaînement qui permet de savoir comment est-ce qu'un gène va être capable de permettre la fabrication d'une protéine. Donc on séquence ces 3,2 milliards de paires de bases, et puis là on voit simplement le format, hein. On voit une main qui tient ce qu'on appelle les puces, hein, et puis sur laquelle on va pouvoir effectuer ce séquençage. Donc quelles sont les caractéristiques hein, on peut séquencer tout le génome, et puis quoi après? Donc, ce que je vous ai dit, 3,2 milliards de paires de bases. Alors, les gènes là-dedans, c'est une petite partie. Hein, c'est que 1,2%. Mais c'est une partie extrêmement importante. Ça veut quand même dire qu'on a 98,8% de notre génome hein, qui a d'autres activités qu'on ne connaît pas encore toutes. Le nombre de gènes, on ne sait pas exactement le nombre de gènes. On est entre 21 000 et 23 000 aujourd'hui. Et dans ces gènes, il y en a environ 3 000 dont on sait que si ils ont une mutation ou ils sont différents, une variation, ils peuvent être responsables de maladies héréditaires. Des maladies héréditaires monogéniques, ça veut dire qu'il suffit que ce gène-là et seulement ce gène-là soit altéré pour provoquer la maladie. Alors, le problème, c'est que si vous séquencez tout le génome, vous séquencez les 3,2 milliards de paires de bases, vous ne séquencez pas simplement les 1,2%, parce que ça, ce serait beaucoup plus compliqué. Donc, on séquence l'entier, et à partir de là, ce qu'on a pu constater, c'est qu'entre deux individus côte à côte, là, mais qui n'ont pas lien de parenté, eh bien, il y a 4 millions de variants. 4 millions de variants, c'est-à-dire que je vous ai parlé des 4 lettres ATGC, hein, puis c'est l'enchaînement de ces lettres, eh bien si dans un des enchaînements c'est ATTTTGC, et puis que chez votre voisin c'est ATTTTAC, eh bien il y a une lettre qui est variante. D'accord? Donc ça, ce sont les variants qu'on trouve sur cet ADN. Donc il y en a 4 millions hein, sur les 3,2 milliards de bases qui sont différentes entre deux individus. Maintenant, ces 4 millions qui sont différents sont bien sûr pas les mêmes entre l'individu A et B et puis entre l'individu A et D. C'est aussi potentiellement d'autres variants. Ce qui fait qu'au total, si on regarde toute la population, on estime qu'il y a entre 12 et 15 millions, et ça c'est un chiffre qui augmente quasiment tous les mois en fonction des nouvelles données qui nous arrivent, hein, donc 12 à 15 millions de variants qui existent potentiellement au niveau des génomes. Alors ça, c'est pour vous mesuriez hein, le problème de l'information qu'on obtient. On obtient 3,2 milliards de paires de bases. Ce qui nous intéresse, c'est les différences. Hein, donc, qu'est-ce qui sont variants? Parce que si on a des différences, eh bien, peut-être que ça explique pourquoi que telle personne est susceptible à telle maladie et puis telle autre personne, au contraire, est particulièrement résistante. Donc ça, c'est les données de départ hein, au niveau de ce génome. Et puis là, du coup, vous voyez bien qu'avec 3,2 milliards de paires de bases, il n'y a pas un médecin dans son cabinet qui est capable hein, de regarder cette liste de 3,2 milliards et de dire « Ah, tiens, ça y est, j'ai trouvé, c'est celui-là ». C'est strictement impossible. Et c'est impossible pour plusieurs raisons. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'avec toutes ces différentes données, en fait, ici, vous avez ce qui représente
les arbres décisionnels, qui sont un type d'algorithme qui est aussi utilisé par les ordinateurs, mais ce qui était représenté ici en flash, ici, sont des lieux de fragilité. C'est-à-dire que si vous avez beaucoup de données, eh bien, ces arbres ici, très vite, ils vont perdre une bifurcation et puis ça s'arrête. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est ça. C'est-à-dire qu'on arrête de raisonner en termes de linéarité et de structure binaire, mais on essaye de trouver des réseaux. Qu'est-ce qui fait, ou plutôt est-ce que, par exemple, cette variable ici est liée à une autre variable? Et ça, ce n'est pas le médecin généraliste dans son cabinet qui peut le faire, c'est que des données qui nous viennent qui sont collectées au niveau de milliers, voire de millions d'individus, qui vont permettre ici de dire, ah ben, statistiquement, chaque fois, c'est statistique, donc ce n'est pas chaque fois, mais quand vous avez 7 éléments ici, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a 7 éléments-là qui bougent en même temps. Donc, c'est des liens statistiques entre les différentes variables. C'est la seule chose que l'algorithme va faire, c'est qu'il va, grâce au fait qu'il va recevoir beaucoup d'informations venant de millions, enfin en tous les cas de milliers de personnes, eh bien, il va être capable de trouver des liaisons entre deux éléments que l'esprit humain ne peut pas trouver parce que ce serait trouver une aiguille dans une botte de foin. Donc ici, c'est la notion qu'on cherche simplement à mettre en lien des variables et de créer des réseaux. Et à partir de là, de raisonner, eh bien, quand on a cette situation-là, est-ce que ça s'accompagne d'un plus grand risque de maladie ou pas? Donc, ces algorithmes dans lesquels on met en évidence, on trouve les liens entre ces variables, ils sont déjà utilisés aujourd'hui grâce à la médecine personnalisée. Et ces algorithmes qu'on utilise dans le cadre de cette médecine personnalisée, eh bien, c'est aussi dans les diagnostics et les choix thérapeutiques. Donc, pour les diagnostics, eh bien, là où ça marche vraiment bien, c'est l'oncologie, c'est-à-dire les cancers. Qu'est-ce qu'on a dans les cancers? On a ici une population de personnes qui sont touchées par un cancer. Et puis, la première chose, je suis désolée en anglais, mais je vous le donne en français. La première chose qu'on fait, c'est qu'on va regarder quelles sont toutes les modifications moléculaires, c'est-à-dire quelles sont les protéines qui sont altérées dans ces cancers. Et puis, on va mettre ça dans la machine. Ce qu'on va mettre dans la machine aussi, c'est le génome de ces cellules cancéreuses. Alors, je ne parle pas du génome du patient, je parle vraiment parce que ce qui se passe dans le cancer, c'est que les cellules, c'est les seules cellules qui altèrent l'ADN. Et c'est pour ça que la cellule ensuite peut proliférer, c'est parce qu'avec l'altération de l'ADN, elle est capable de continuer de se reproduire, alors que normalement, dans un organisme sain, eh bien, cette cellule, elle est éliminée puisqu'elle n'est plus fonctionnelle. Donc, dans le cancer, on a des perturbations de certaines protéines, et donc, en faisant le génome des cellules cancéreuses, on arrive ici à classer maintenant ces cancers en donnant une différente couleur en fonction justement des variations qui sont observées. Mais ça, c'est permis grâce à l'ordinateur qui est capable de trouver les bonnes variations qui font sens. Et puis à partir de là, eh bien, on va pouvoir faire un traitement qui va être adapté. Et là, à nouveau, c'est toute une compilation de data. Et puis l'exemple le plus frappant dans ce domaine, eh bien, c'est la machine Watson. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette machine. Cette machine Watson, elle est censée remplacer le médecin. C'est très clair. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une machine, vous vous rappelez ce que je vous ai montré là tout à l'heure à propos des algorithmes, du changement de paradigme dans les algorithmes. Eh bien, la machine Watson, ça a été celle qui a été la plus développée dans ce sens-là.
Et ces heures de gloire, ça a été notamment d'avoir gagné d'abord au jeu Jeopardy contre 2 humains, ensuite d'avoir gagné le jeu de Go, ce qui était considéré comme étant absolument impossible. Il n'y a aucun ordinateur qui fait ça. Mais grâce à ces techniques, ils ont pu réaliser ce type d'exploit. Maintenant, en termes d'aide en médecine, eh bien, ce qu'on a ici dans cette machine, ce qui est rentré, alors ce n'est pas des stratégies de jeu de Go, non, il y a un stockage absolument massif de toutes les informations qui sont publiées. Donc, c'est des millions de pages de livres et des millions d'articles scientifiques qui sont dans cette machine. Il y a aussi un très grand nombre de cas de patients dans lesquels on a un maximum d'informations qui ont été rentrées aussi dans la machine. Et puis, à la fin, il y a des propositions de traitement qui viennent en disant, ben voilà, on a regardé, la machine a mis toutes les pièces ensemble, ce qui vient du patient, et puis ce que nous, on a déjà collecté, d'après la machine, le diagnostic le plus vraisemblable, c'est ça. Et comme c'est ce diagnostic-là, le traitement qui marche le mieux dans ce cas très précis, c'est de faire une chimiothérapie, par exemple, et puis ensuite une surveillance. Donc, il y a tout. Alors là, ils disent carrément, Watson a transformé mes données en informations décisionnelles parce qu'il suffit de rentrer toutes les informations concernant le patient dans la machine. Le médecin n'a plus qu'à attendre. On sort le papier et la décision est prise. C'est telle maladie et on va le traiter comme cela. Alors ça, c'est une vision un peu caricaturale, mais c'est comme ça quand même que les promoteurs de cette machine le voient. Alors, on pourra en parler, il y a quand même des problèmes. Ceci dit, c'est quand même une avancée très importante et c'est une vraie aide décisionnelle. C'est impossible pour un médecin de connaître tous les travaux de recherche. C'est impossible pour un médecin dans son cabinet de connaître l'expérience de tous les praticiens qui ont été impliqués dans les cas qui sont décrits et qui sont contenus dans cette machine Watson. Donc c'est extrêmement efficace comme utilisation. Toujours dans ce domaine, juste que j'aille en arrière une fois, voilà. Quelque chose qui marche extrêmement bien aussi, c'est la reconnaissance d'images. Les analyses d'images grâce à l'apprentissage profond, ce qu'on appelle le deep learning, je ne vais pas vous le décrire ici, enfin on peut en parler après dans la discussion, mais une des choses qui marche vraiment très bien et qui fait des progrès vraiment quasiment tous les mois, c'est le diagnostic sur des images. Quand on fait une biopsie, il y a des spécialistes qu'on appelle des anatomopathologistes qui sont derrière leur microscope, qui ont vu des centaines et des centaines et des centaines de cancers, et c'est les seuls qui peuvent dire « d'après moi, parce qu'il y a telle et telle petite chose, d'après moi, c'est ça ». Eh bien, maintenant, grâce à cette technique de deep learning, les machines ont été alimentées, si vous voulez, par des milliers aussi de cas. La machine a appris à reconnaître les diagnostics très spécifiques des tumeurs qui lui sont soumises. Et maintenant, on peut prendre un nouvel échantillon, le donner à la machine, et le diagnostic est aussi fiable que celui d'un médecin, mais il va prendre quelque chose comme peut-être 3 heures, alors que le médecin va avoir besoin éventuellement d'1 semaine pour pouvoir vérifier, valider et puis retourner à d'autres coupes pour être sûr de son diagnostic. Donc là aussi, un algorithme d'apprentissage profond qui marche vraiment très bien et qui est extrêmement utile déjà aujourd'hui. L'autre cas qui marche vraiment bien, c'est ce qu'on appelle la pharmacogénétique. La pharmacogénétique, c'est que quand vous donnez un médicament à une personne, il y a des gens qui vont répondre très bien, et puis il y a des gens chez qui ça va être toxique très vite. Ou alors, des gens chez qui ça va être complètement inutile.
C'est-à-dire que le médicament n'est pas métabolisé, n'est pas transformé dans l'organisme de la même façon. Et ce qu'on voit ici, c'est que la cause de cela, ce n'est pas vrai pour tous les médicaments, c'est vrai pour un certain nombre de médicaments, mais pour ces médicaments-là, on sait qu'il y a un gène qui est particulièrement important parce qu'il permet la synthèse d'une protéine qui va modifier ce médicament, qui va le modifier pour le rendre actif ou, dans certains cas, qui le modifie pour au contraire le rendre inactif. Et si vous avez un variant dans ce gène, eh bien, au moment d'administrer le médicament, la réponse du patient va être très différente suivant la nature du variant qu'il a ici. Alors ça, c'est quelque chose qui est connu depuis longtemps. Et cette pharmacogénétique, on en parle déjà depuis, en tous les cas, 20-25 ans. Le seul problème, c'est qu'on était assez limité pour pouvoir trouver les variants qui sont vraiment responsables d'un déficit ou d'un changement de métabolisme. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de possibilités, à nouveau grâce à ces informations qui viennent du génome, la machine qui peut dire ah ben attention, là, il y a une association entre ce variant et puis une réponse à des médicaments un petit peu perturbés. Et à partir de là, on peut aller chercher spécifiquement ces gènes, enfin les variations sur ces gènes, et puis pouvoir mettre ici les patients dans des catégories. C'est ce qu'on appelle stratifier les patients. On les stratifie, on dit bah, pour ces patients-là, il est sans danger, il est efficace. C'est exactement ce qu'on veut. Et puis d'autres patients, il va être, non seulement il est inefficace, mais en plus il est dangereux. Donc on a toutes ces catégories-là, et ça permet, quand on fait ça maintenant pour une dizaine de médicaments, alors on est très loin de pouvoir faire ça pour tous les médicaments, mais pour une dizaine de médicaments, c'est très bien codifié. C'est surtout d'ailleurs des médicaments qui agissent sur le système nerveux central, qui sont altérés par ce type de variants et pour lesquels il y a des tests et du coup une application vraiment immédiate. Donc ça marche très bien. Et puis l'autre chose pour laquelle vraiment c'est un plus, c'est les maladies rares. Qu'est-ce que c'est qu'une maladie rare? C'est une maladie qui touche très peu de personnes. C'est-à-dire qu'on considère, bon, ça dépend, vous voyez ici, c'est écrit, une personne sur 2000. Non, c'est pas ça que c'est pas une personne sur 2000. La définition d'une maladie rare, c'est lorsqu'on la trouve dans moins de... Alors, il y a des statistiques qui diffèrent, dans moins de 1% de la population ou moins de 1 pour 200 dans la population. Ça dépend des Elle est rare, mais elle touche beaucoup de monde. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de maladies rares très différentes les unes des autres. Donc, une maladie rare donnée, elle est rare, mais parce qu'il existe beaucoup de ces maladies rares, cela fait qu'on a au moins une personne sur 2000 qui peut être touchée par une maladie rare. Au total, 6 à 7%, non, ouais, 6 à 7% de la population. Oui, là, je me suis un peu pris les pinceaux. Là, Donc, chacune des maladies rares touche une personne, moins d'une personne sur 2000 et pas sur 200, comme je disais tout à l'heure. Mais au total, il y a quand même 6 à 7%. Donc, ça veut dire que c'est quand même un problème de santé important. Et ces maladies rares, parce qu'elles sont rares, on a très peu d'outils pour pouvoir trouver quel est le problème. Et la chose qui est aussi sûre, c'est que l'origine génétique de ces maladies rares, c'est environ 80% de ces maladies. Et ce qui est très important, parce que ça facilite énormément la suite, c'est que cette origine génétique, le plus souvent, c'est un gène, maximum 2 gènes, qui sont responsables de ces maladies. Donc, c'est relativement simple, on va voir pourquoi après. Donc, le fait maintenant de pouvoir séquencer, c'est qu'on va faire ce séquençage chez les patients atteints, mais là, on n'avait qu'une personne sur 2000 avant. Maintenant, bien sûr, on a toujours pour une maladie donnée qu'une personne sur 2000, mais le séquençage, on va pouvoir le faire
à travers le monde sur beaucoup plus de personnes, c'est-à-dire que maintenant, on va pouvoir avoir accès à peut-être 100 personnes, 100 génomes correspondant à cette maladie, et puis ça va nous permettre de pouvoir augmenter très largement les chances de diagnostic. Donc il y a une accélération importante du diagnostic de ces maladies. Et ça permet le diagnostic, ça ne permet pas de traiter, mais si on sait qu'est-ce qui est en cause dans cette maladie, alors on peut faire des travaux pour trouver les meilleurs traitements. Alors, tout ça, c'était les succès de la médecine personnalisée, ou plutôt de l'utilisation du génome grâce à ces algorithmes qui nous permettent de pouvoir utiliser simplement cette information. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il en est des algorithmes pour prédire les maladies? C'est là où les choses sont un petit peu plus compliquées. Je vous ai fait ce schéma ici pour vous situer. Voilà, ça c'est quand on a une maladie, elle peut être 100% génétique. Et on a vu, c'est pas tout à fait à 100%, on a les maladies rares. Vous avez vu que la réponse à certains médicaments, si c'est altéré, c'est un gène qui va être modifié, ce n'est pas 36 gènes, et c'est vraiment essentiellement d'origine génétique. Et là, c'est relativement facile parce que c'est souvent un gène ou deux gènes, donc on peut l'identifier. Lorsque c'est uniquement l'environnement qui cause la maladie, bon, ma foi, les informations génétiques ne vont pas être très utiles. C'est le cas si vous êtes empoisonné, ça, on ne peut pas le prédire. Et puis, les infections, par exemple. Si vous attrapez un virus, en vous promenant dans les couloirs de la Villette, ce n'est pas à cause de votre génome, mais c'est bien parce que vous avez rencontré un virus sur le chemin. Là où les choses sont plus compliquées, c'est donc ici le diabète, les maladies cardiovasculaires, les maladies neurodégénératives, toutes ces maladies pour lesquelles on sait que le génome ou qu'il y a des liens génétiques. Et on peut discuter de savoir pourquoi est-ce qu'on sait que la génétique a un rôle. Elle a un rôle, mais l'environnement a un rôle au moins aussi important. Donc là, on est dans un cas où il y a une interaction très complexe entre gènes et environnement. Mais surtout, pour ces maladies-là, on sait que ce n'est pas un gène qui est susceptible de provoquer ou d'augmenter le risque du diabète, mais c'est de multiples gènes, et on ne les connaît pas. Ou en tous les cas, on en connaît quelques-uns, mais on va voir que ça ne nous aide pas beaucoup à résoudre le problème. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ces maladies? C'est ce qu'on appelle les maladies communes. C'est celles qui remplissent le cabinet du médecin généraliste. C'est toutes ces maladies, les maladies cardiovasculaires, le diabète, l'affection rhumatismale, les maladies psychiatriques, les maladies neurodégénératives. Vous avez l'asthme aussi qui fait partie de ça. Donc, ici, l'insuffisance rénale. Toutes ces maladies, ici, sont des maladies complexes parce qu'elles sont, d'une part, elles se développent progressivement au cours du temps, parce qu'on sait que l'environnement a un rôle très important, et puis parce qu'on sait que, oui, si vous avez un parent qui a un diabète, par exemple, eh bien, vous avez plus de risques de l'avoir. Donc, il y a un côté génétique, mais quel gène? Ça, on n'en sait rien, surtout que, comme je vous ai dit, c'est plusieurs gènes. Donc, le but pour ces maladies, et ça, c'est le but, et c'est ce qu'on essaye de vendre au maximum dans la médecine personnalisée, c'est que maintenant, grâce aux algorithmes, on va pouvoir identifier les variations génétiques qui favorisent l'apparition de la maladie, et on va pouvoir proposer des actions de prévention. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça? Eh bien, il faut qu'on arrive à faire le lien entre un profil génétique, c'est-à-dire tous les variants que vous avez dans votre génome, et le risque d'apparition d'une maladie. Pour ça, il faut des milliers, mais surtout des millions de donneurs, c'est-à-dire de génomes, dans lesquels on va connaître le génome de ces personnes, et puis en même temps, associé au génome, on sait s'ils étaient en bonne santé ou pas. Et on a toute une série de données. Et ça, c'est collecté dans les biobanques qui permettent de les conserver avec les données associées. Donc le but, c'est de pouvoir récolter l'information génomique de milliers de participants. Et puis, en mettant tout ça dans la machine, qu'est-ce qu'on espère faire? C'est ce qu'on appelle les GWAS. Alors, c'est un nom un petit peu... Mais qu'est-ce qui est très important à comprendre dans ça? C'est que la machine cherche à pouvoir associer
la présence d'un variant et le développement de la maladie. Alors, c'est jamais tout ou rien, bien sûr, c'est simplement un risque relatif. C'est-à-dire que si ce qu'on sait qu'on peut espérer trouver, c'est que si on a ce variant, alors on a plus de risques de faire cette maladie. Et si là-dessus vous rajoutez des facteurs dans l'environnement, eh bien alors vous allez être d'autant plus exposé à cette maladie. Alors, les institutions y croient très dur. Hein, on doit pouvoir y arriver. On doit pouvoir y arriver pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y a une contribution génétique. Donc si le fait est là, on doit bien trouver une astuce pour pouvoir identifier ces causes génétiques. Alors, il y a des initiatives aux USA, par exemple en 2015, où il y a une cohorte d'1 million de volontaires, enfin, de l'argent a été donné pour pouvoir créer une cohorte d'1 million de volontaires avec les données génétiques. La France n'est pas en reste. Hein. En 2016, il y a eu 650 millions de votés pour 12 plateformes de haut débit de séquençage, parce que on lit directement, et ça c'est vraiment dans le texte du truc, on lit directement le fait d'avoir ces plateformes de séquençage du génome pour mieux soigner les cancers qui résistent au traitement, pour le diabète et réduire l'errance des patients souffrant de maladies rares. Mais vous voyez que le diabète fait bien sûr partie de ces espoirs. Alors pourtant, le succès est très relatif. Le succès est très relatif parce que ce qui se passe, c'est qu'on trouve ces gènes. Alors là, je vous prends des exemples, notamment pour le diabète. Mais en fait, chaque variant a un effet extrêmement faible. C'est-à-dire que vous avez le variant sur le gène PX14, eh bien, il va peut-être augmenter de 0,2% le risque. Et puis, c'est l'accumulation qui va faire que, progressivement, vous allez augmenter le risque. Donc, on n'est pas sûr vraiment que ces variations, quel est leur... comment donner du poids à un variant, ça, ce n'est pas donné. Ce qui est très difficile à faire, c'est que, comme je vous ai dit, on a 4 millions de variants entre deux individus différents. Comment mesurer l'effet d'association de variants? Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore résolu et que les prédictions, enfin, que les informaticiens ne nous ont pas encore trouvé la solution. Alors, cette diapo, elle montre, surtout, je ne vais peut-être pas l'expliquer, enfin, ce que vous voyez là, c'est que la ligne grise, là, celle qui est la droite, qui va de 0 à 1, c'est un petit peu le seuil. Et puis, les lignes qui sont là, le plus de surface vous avez entre cette ligne grise et puis l'autre ligne qui caractérise les scores. Vous vous rappelez, je vous ai parlé du score pour le diabète. Le score pour le diabète qui tient compte de l'âge, du poids, de la présence d'un médicament antihypertenseur, etc. Eh bien, ce qu'on voit, c'est que si cette courbe ici montre que le score clinique, c'est-à-dire qui tient compte uniquement de trucs qu'on peut mesurer au cabinet du médecin, et puis il y en a 10 et il n'y en a pas plus, est extrêmement efficace. C'est un indice de performance du score. Et ce qu'on voit, c'est que si on prend seulement les variants génétiques et qu'on essaye de faire un score avec ces variants génétiques, en disant, ben voilà, cet individu, il a tel variant, tel variant, tel variant, tel variant, eh bien, on arrive à un score qui a une très pauvre performance. Et si on associe les deux, eh bien, finalement, c'est uniquement le score clinique qui donne tout le poids de prédiction à ce score. Donc ça, c'est pour vous montrer l'échec relatif, enfin, l'échec, c'est plus qu'un échec relatif, c'est un véritable échec aujourd'hui de ce type d'information. Alors, il y a des solutions qui sont envisagées, et ça, on pourra en parler. Je vais peut-être juste aller de l'avant maintenant pour pouvoir aborder la dernière partie. Donc, ici, on a une sorte, un peu de paradoxe, où on a une masse d'informations qui est inégalable, et puis en même temps, on s'aperçoit que finalement, on arrive de moins en moins à comprendre comment est-ce que ce diabète se met en place. Et en fait, il y a surtout un énorme travail de recherche à faire. Donc, oui, ça, je vais y revenir plus tard. Le souci, un petit peu, c'est que dans la médecine personnalisée, le discours public, il est extrêmement
empreint de certitude. Hein, c'est-à-dire qu'on nous dit, ben voilà, la médecine personnalisée, d'abord, elle va être personnalisée, on prend en compte les caractéristiques de l'individu. Mais ça, ces caractéristiques, on estime que c'est son génome. C'est essentiellement, aujourd'hui, c'est encore essentiellement basé sur le génome. On dit qu'elle va être prédictive. Donc il y a des facteurs de risque, et puis il faut comprendre la notion de probabilité, mais ça, je pense que tout le monde peut le comprendre. Elle est préventive, c'est-à-dire qu'une fois qu'on aura bien établi les facteurs de risque, on pourra mettre en œuvre des traitements préventifs. C'est ça le but, pouvoir prévenir la maladie. Et puis elle est participative parce que c'est le patient qui va vraiment participer au processus de décision thérapeutique parce qu'il est vraiment pris en compte. Alors, c'est un petit peu des mots, hein, mais... Donc, le problème de ce langage, c'est qu'il est vraiment extrêmement... On ne parle que de ce qui marche, et puis on parle beaucoup moins de ce qui ne marche pas. Alors, est-ce qu'il faut être sur la retenue? Là, je voudrais quand même prendre encore quelques minutes pour vous parler des nombreux enjeux. Alors, c'est encore des aspects critiques. Hein, je suis désolée, l'esprit scientifique, c'est un esprit critique, donc, ma foi, voilà. Hein, donc, dans ces enjeux, il y en a de multiples, hein, mais j'en ai sélectionné quelques-uns. Le premier, c'est la nature et la gestion des informations génétiques. Vous avez compris que on va séquencer le génome de tout un chacun, et puis après, il va falloir dire quelque chose au patient. Il ne suffit pas de le... Il faut qu'on lui dise. Et qu'est-ce qu'on va lui dire? Qu'est-ce qu'on va lui dire, sachant que dans la majorité des cas, les implications de ces variants, on ne les connaît pas. En tous les cas, pas aujourd'hui. L'autre chose qui est encore aussi très embêtante, c'est qu'on fait le séquençage parce qu'on veut, par exemple, savoir, mais est-ce qu'il a un risque d'être diabétique? Et puis, à ce moment-là, ce qu'on découvre pour le diabète, rien. Mais par contre, on découvre qu'il a un variant qui le prédispose de façon importante à la maladie d'Alzheimer. Alors, qu'est-ce qu'on fait de cette information? Est-ce qu'on la garde? Est-ce qu'on lui donne? Est-ce qu'on a des moyens de prévention? Donc, c'est des choses qui sont vraiment des questions éthiques qui sont vraiment en discussion. Et puis après, il y a le fait que le génome ne donne toujours qu'une information relative, c'est-à-dire c'est un risque relatif, ce n'est pas une certitude. Il y a des maladies monogéniques, comme par exemple la maladie de Huntington. Vous avez une mutation génétique, vous aurez la maladie. Ça, c'est quasiment à 100%. Mais dans le cas des maladies complexes, on n'a pas du tout cette certitude. Donc, il faut savoir apprécier la notion de risque relatif. Donc, il faut bien sûr définir des critères de restitution aux patients et puis surtout, les écouter et savoir qu'est-ce qu'eux, ils veulent. Après, évidemment, dans les questions qui sont posées, c'est est-ce que la machine va remplacer l'homme? Hein, et puis, il y a le statut du patient et puis celui du médecin. Donc, une des choses qui est très importante, c'est de se dire, mais quand on va avoir tout le séquençage, sachant qu'on a 4 millions de variants, c'est quasiment sûr que vous en aurez quelques-uns qui vont dire, ah ben voilà, pour vous ce sera le diabète, et puis peut-être l'Alzheimer, et puis peut-être un petit peu d'asthme, mais bon, ça on verra. Ok, alors est-ce que vous êtes vraiment sain ou est-ce que vous êtes simplement un patient en devenir? Et ça, sur le plan de la société, ce n'est pas un problème trivial. Donc il y a le problème aussi de la prévention et de la prédiction. Prédire quelque chose, ça a un intérêt que si on peut prévenir. Si on prédit et puis qu'on ne peut rien faire, la question est posée. Une des questions aussi par rapport au patient, c'est qu'on dit qu'il est responsable. Ou plutôt, on veut qu'il soit participatif et puis qu'il soit autonome. Donc le principe d'autonomie, c'est quelque chose de très important. Le problème, c'est qu'on peut s'acheminer vers l'idée, mais attention, on vous a dit il y a 20 ans que vous aviez ce facteur de risque. Et puis pourtant, vous avez continué de manger bien trop de lipides. Donc vous êtes responsable de votre maladie, hein, responsable du traitement, responsable de ses échecs éventuellement. Donc la notion de responsabilité du patient, elle doit vraiment être encadrée, mais là aussi il y a des solutions. Hein, c'est pas... Et puis la relation médecin-malade, eh bien voilà, est-ce que le médecin finalement, si on imagine un côté un peu caricatural dans lequel eh bien, la machine va vraiment pouvoir aller jusqu'où on nous dit qu'elle va pouvoir aller, alors peut-être qu'il suffit de rentrer chez soi dans son computer ces informations, et puis le computer va vous dire ça, et puis après, ben, ma foi, vous irez voir un coach de vie qui va vous donner des mesures de prévention, qui va vous surveiller. Donc le médecin peut être évacué.
Et aujourd'hui, le médecin, il est déjà évacué quelque part. Alors, c'est un peu caricatural, mais c'est par exemple les tests, ce qu'on appelle les DTC, Direct to Consumer. Hein. Donc, c'est 23andMe en anglais. Donc, c'est une génétique qui court-circuite la médecine. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous inscrivez sur l'ordinateur, ça prend 3 minutes, et puis vous demandez à recevoir le package, et puis on vous envoie un petit document avec un tube dans lequel il va falloir cracher. Alors il paraît qu'il faut vraiment cracher beaucoup quand même, hein. Ça prend un petit peu de temps, mais on y arrive. Et puis après, ils vont séquencer votre ADN, et puis ils vont vous renvoyer par ordinateur les résultats. Voilà. Et puis après, alors, au début, ils ont utilisé ça avec certains marqueurs de maladies qui étaient déjà connus. Et puis, aux États-Unis, ils se sont fait attaquer pour exercice illégal de la médecine. Donc, ça a été retiré. Et aujourd'hui, ils font surtout des analyses je ne sais plus comment est-ce qu'on dit en français, par rapport à vos ancêtres. C'est-à-dire que, est-ce que vous avez surtout des ancêtres d'origine asiatique, par exemple, ou est-ce que... Alors, bon, je ne suis pas rentrée dans les détails, mais maintenant, ils ont affiné leurs tests et ils ont pu démontrer à la FDA américaine que non, ils avaient des tests fiables. Et donc, aujourd'hui, on peut commencer à avoir des diagnostics qui arrivent directement chez vous. Alors, le médecin, finalement, il ne sert peut-être pas à grand-chose. On est en droit de se poser la question. Et puis le dernier, là, les enjeux de société, s'agit-il vraiment bien d'une médecine pour tous, hein, celle qu'on nous promet? Il y a le problème de l'assurance et information génétique, de la discrimination. Et là, ce n'est pas des mots vains, parce qu'en Suisse, il y a eu une révision d'une loi, et les assureurs en ont profité pour glisser un petit paragraphe dans lequel ils disent si une personne se fait faire un test génétique, alors c'est comme le fait de savoir qu'on a un diabète. Vous savez que quand on souscrit à une assurance complémentaire, on doit indiquer si on est déjà atteint de telle ou telle maladie. Et bien là, les tests génétiques auraient été pris exactement avec la même valeur, en disant, si vous avez fait un test génétique, vous êtes obligé de l'annoncer et vous êtes obligé de donner les résultats à l'assureur. Donc on peut imaginer alors ça a été balayé quand même au moment du vote. Hein. On a supprimé cet alinéa. Le risque très fort d'une désolidarisation, hein, aujourd'hui en disant mais finalement, ma foi, il a les mauvais gènes et puis il continue à ne pas faire du sport, c'est son problème, je ne vois pas pourquoi je devrais payer pour lui. Hein, ça, c'est le problème de couverture de la santé. Une des questions aussi qui est assez, je dois dire, interpellante, c'est le fait que ce qu'on appelle les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, hein, qui, eux, sont capables de pouvoir recevoir toutes ces données, des données personnelles, mais aussi des données génétiques, et qui ont le pouvoir de calcul qu'il n'y a quasiment aucun institut de recherche à disposition. Donc les 4 que je vous cite ici ont tous mis en avant leur volonté d'intervenir dans le domaine de la santé. Donc là, il y a une vraie prise de pouvoir qui est un risque pas négligeable. Et puis, il y a un autre risque que je trouve, c'est le fait qu'avec tous les aspects négatifs que je vous ai dit, vous allez ressortir de là en disant on s'en va, on ne veut surtout pas de cette médecine-là. Et là, je ne suis pas tout à fait d'accord. Et le risque, c'est de fait que cette médecine soit rejetée simplement parce qu'en fait, elle s'éloigne beaucoup trop de l'idéal de soins, hein, des serments d'Hippocrate qu'on a pu faire quand on était jeune médecin. Donc, je vais terminer là-dessus, c'est que pourquoi est-ce que finalement, malgré tous les aspects négatifs que je vous ai donnés, pourquoi je pense que oui, il faut quand même aller de l'avant. Il faut quand même aller de l'avant, mais en ayant bien connaissance de tous ces enjeux pour être sûr qu'on va pouvoir les cadrer. Hein, et les raisons pour ça, c'est que d'abord, c'est d'ordre scientifique. Voilà, je suis une scientifique, donc évidemment, je pense qu'il faut... c'est une vraie opportunité pour progresser et comprendre. C'est des raisons d'ordre médical, parce que est-ce qu'on peut s'interdire d'essayer de s'améliorer dans le traitement? Je ne crois pas. Je pense que ça fait partie des possibilités. On doit essayer de faire mieux.
des raisons d'ordre, j'appelle ça humaniste, hein, parce que refuser d'aller de l'avant parce qu'on craint le pire, on a le droit de... Peut-être qu'il y aura des choses qu'il faudra refuser de faire, mais il me semble qu'aujourd'hui, c'est encore beaucoup trop tôt. Il faut déjà essayer de comprendre comment ça marche, et puis ensuite, avec ce que j'appelle le contre-pouvoir des sciences sociales, qui s'intéresse beaucoup, beaucoup au sujet. Et ça, je trouve que c'est vraiment super, parce que là, on va avoir des garde-fous qui devraient nous permettre de limiter les risques. Et puis, des raisons d'ordre stratégique, c'est que est-ce qu'on peut vraiment laisser faire les autres? C'est-à-dire que cette médecine, elle va se développer ailleurs. Et puis finalement, si on ne bouge pas, avec nos propres critères éthiques, eh bien, on risque de se faire imposer des mouvements qui ont été initiés dans d'autres. Alors bon, chaque argument est discutable, j'en conviens. Mais là-dessus, j'ai dépassé mon temps, je suis désolée et je vous remercie très fort. Merci beaucoup, Madame Desvergnes, pour cette passionnante conférence. Je suis sûre qu'il va y avoir des questions parmi le public. Bonsoir, merci pour la conférence. Je voulais savoir comment se passent les interactions entre les informaticiens, les data scientists, etc., et les médecins sur ce genre de sujet. Alors, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, c'est encore beaucoup de frustration, je dois dire, parce qu'il y a ces centres de séquençage. Enfin, je parle d'une expérience assez personnelle, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle se passe dans l'environnement où je travaille, hein, où on parle de médecine personnalisée. La première chose qui a été proposée, OK, on construit un centre de séquençage. Et c'est des non-médecins qui s'occupent de ça. Et c'est des non-médecins qui en font la publicité, et c'est des non-médecins qui dirigent cela. Et puis après, quand on parle au médecin généraliste, lui, il a du mal à se sentir concerné encore. Du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'avec 5-6 collègues maintenant, on a lancé un projet dans lequel on va interroger les médecins généralistes. On a choisi délibérément les médecins généralistes parce qu'il nous semble que c'est eux qui doivent être les premiers concernés. Donc, où on interroge les médecins généralistes, mais est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous voulez contribuer à l'effort? Parce qu'on a besoin d'avoir des patients. Hein, ces machines, ces algorithmes, ils marchent parce qu'on a beaucoup de... Le plus on a de données, le plus de chances on va pouvoir... La machine va être capable d'identifier des profils spécifiques. Mais pour l'instant, ce n'est pas gagné. On a fait une première enquête, juste pour essayer de savoir quelles questions on allait leur poser et tout. Donc, c'est encore très restreint. C'était 5 médecins généralistes. Donc, vous voyez, 5, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais ce qui est sûr, c'est que les 5, visiblement, d'abord, un, n'étaient pas trop sûrs qu'est-ce qu'on appelle médecine personnalisée au sens de médecine génomique. Et puis, se disaient, ouais, alors c'est du blabla. Moi, de la médecine personnalisée, j'en fais tous les jours à mon cabinet parce que moi, je m'intéresse aux patients. Donc, il y a un décalage qui est assez important, je dois dire. Et ça, faudra qu'on s'y attaque un jour. Bonjour. J'ai une question. Cette médecine génomique, c'est la première fois dont j'en entends parler. Est-ce que notre génome ne varie pas au fur et à mesure de la vie, de notre âge et de l'environnement? Ça, c'est la première question. Si la réponse est positive, si le génome ne varie pas, à ce moment-là, est-ce que ça ne serait pas une bonne chose de tester les maladies dès l'enfance? Comme ça, on saurait plus tard à quoi on est exposé. Alors, la réponse, elle est, pour l'essentiel, le génome ne varie pas. Le génome de toutes vos cellules ne varie pas. Les seules cellules dans lesquelles le génome varie, c'est les cellules cancéreuses et certaines cellules immunitaires. Parce que les cellules immunitaires, elles se spécialisent pour lutter contre des choses très spécifiques et elles éliminent de l'ADN. Donc ça, c'est un truc très particulier. Mais sinon, le génome ne varie pas dans sa séquence. Alors, vous avez parfaitement raison. Dans ce cas-là, si on doit faire un test génétique, l'idée, c'est qu'on le fait une fois dans sa vie. Et à ce moment-là,
comme vous le dites, on pourrait le proposer à tous les nouveau-nés, plutôt que de faire des tests de Guthrie, plus le test de ci, plus le test de ça, on fait la prise de sang, on aura tout d'un coup. Voilà. Alors le seul problème, c'est que, ça a un coût quand même si c'est... Mais à partir du moment où vous appliquez une mesure comme ça à absolument tous les individus, et c'est tout à fait réaliste de penser que ce sera fait un jour. Le seul problème, ça va être l'interprétation qu'on va faire de ça. Parce que là, on voit qu'il y a encore un énorme gap entre séquencer le génome et puis ce qu'il y a. Après, il y a quand même un oui mais, ou plutôt un non mais, c'est-à-dire que le génome ne change pas. Par contre, l'environnement peut changer ce qu'on appelle l'épigénome. Alors c'est un petit peu compliqué, mais vous voyez, vous avez l'ADN, c'est juste cette séquence de base, ATGC, puis dans tous les... Voilà, 3,2 milliards. Mais tout ça, c'est impacté pour que ça fonctionne bien. Il y a toute une structure de l'ADN qui est impactée dans des protéines, et ces protéines peuvent être modifiées. Et suivant leur modification, elles vont faire que l'endroit, par exemple, ça peut changer la compaction de l'ADN. Si vous avez un endroit où l'ADN est très compacté, eh bien, les gènes qui sont dans cette partie-là ne vont pas pouvoir être utilisés. Et ça va changer l'utilisation du génome. Donc l'environnement peut affecter l'utilisation du génome, mais pas la séquence. Merci pour la clarté de vos propos. Alors ma question justement par rapport à ce que j'avais dit à la fin, moi je fais l'accompagnement des personnes malades et j'ai observé quand on rencontre les spécialistes que eux seraient plutôt intéressés que les généralistes justement. En oncologie, ils se posent beaucoup de questions, ils changent le traitement souvent, etc. Et pareil en psychiatrie aussi. Alors est-ce que ça serait, oui, c'est un avis différent de ce que vous disiez. Les spécialistes, parce que les généralistes, c'est justement quels patients que je suis, les généralistes, ils ont pataugé, quoi. Alors que les spécialistes cherchent toujours pour le patient. Oui, mais c'est plus facile pour lui. Notamment en oncologie, où c'est vraiment le domaine dans lequel, aujourd'hui, il n'y a plus un centre d'oncologie qui fonctionne sans avoir ces aspects de séquençage des cellules du génome. C'est quasiment rendu, ça fait partie des bonnes pratiques. Donc, pour l'oncologue, c'est une nécessité de faire ce bilan du génome des cellules cancéreuses, puisqu'on a dit, c'est vraiment celui-là qui est important. Pour les maladies psychiatriques, ce qui change beaucoup, c'est que, comme j'ai dit, c'est les médicaments qu'on utilise, c'est dans les maladies psychiatriques où on s'aperçoit qu'il y a le plus de variations d'utilisation par un organisme donné de ces médicaments. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont faites côté pharmacogénomique, c'est-à-dire d'être sûr que le médicament qu'on va donner va être bien métabolisé pour avoir une dose efficace ou ne va pas devenir toxique de façon... Alors, pour les maladies psychiatriques, c'est plutôt ça. Il y a aussi des recherches qui se font dans la recherche de gènes qui seraient impliqués. C'est vrai qu'il y a en neurosciences comment on peut dire, une histoire de recherche qui est beaucoup plus importante que dans d'autres domaines. Donc, les spécialistes sont plus à même, notamment parce que, j'y pense maintenant, parce que les spécialités sont bien représentées dans les hôpitaux universitaires. Dans les hôpitaux universitaires, on fait de la recherche. Donc, on a des centres anti-cancer, mais on a aussi des centres de neurologie, on a des centres de neurosciences. Et du coup, ces chercheurs cliniciens amènent des travaux, vont se poser des questions. Un médecin généraliste, il y a très peu de centres universitaires de la médecine générale. Alors, on en a. Par exemple, à Lausanne, il y en a un, et c'est avec eux d'ailleurs que je fais cette collaboration pour essayer d'impliquer les médecins généralistes. Mais c'est plus les aspects de recherche s'éloignent des aspects moléculaires comme ceux qu'on a discutés là. Donc il y a aussi cet impact du côté universitaire des spécialités qu'on trouve beaucoup moins en médecine générale. Merci. Oui, bonsoir, merci pour la conférence. Avec ces algorithmes et bref, toutes les technologies qu'il y a derrière, on va trouver énormément de corrélations, mais pas nécessairement de causalité. Et en fait, j'ai peur qu'à force d'investir plus dans ces technologies-là, aux dépens
d'une recherche plus causale, plus théorique, plus fondamentale, on s'éloigne justement de cette causalité et que, alors je ne sais pas si on va l'abandonner totalement ou voilà, surtout comment est-ce qu'on va aborder ça? Est-ce que l'investissement va être massif là-dedans, dans la corrélation et pas du tout dans la causalité, quoi? Alors, je pense que c'est une très bonne question. Hein. Corrélation n'est pas causation. Hein. Ça, voilà, ça a été dit il y a longtemps, et puis ça reste tout à fait vrai. Et c'est le côté un petit peu, le côté paradoxal. La médecine personnalisée est née de ce qu'on a appelé la médecine des systèmes. C'est-à-dire qu'en biologie, on avait la biologie moléculaire. La biologie moléculaire, elle était extrêmement linéaire. On a l'ADN qui est copié en ARN, qui nous permet la synthèse des protéines. Et avec ça, on a tout compris de la biologie. Mais c'est un raisonnement très linéaire, et tous les phénomènes ensuite, la protéine A interagit avec la protéine B, c'est ça qui va être responsable de tel phénomène. Et quand on fait de la recherche en biologie moléculaire, on ne fait qu'un cheminement linéaire comme ça. Et puis, alors ça a été super pendant 20 ans, et puis au bout de 20 ans, on s'est aperçu qu'on manquait quelque chose. On manque la complexité de l'organisme, parce que l'organisme, il ne fonctionne pas de façon linéaire, il fonctionne en réseau. Comment pouvoir aborder le problème du réseau? Eh bien, c'est tout le problème, la nécessité de pouvoir utiliser des modèles complexes, et c'est de là qu'est née la biologie des systèmes. Alors, la biologie des systèmes, c'est renoncer à l'aspect linéaire du fonctionnement des processus, mais de pouvoir plutôt regarder l'entier des molécules, comment est-ce qu'elles s'ajustent les unes entre les autres lorsqu'on s'intéresse à un processus donné. Alors ça, après, ça a été poursuivi par la médecine des systèmes, en disant, mais c'est la même chose en médecine, ce n'est pas un gène qui va provoquer une maladie, on sait que ça arrive, mais de façon assez rare, mais c'est vraiment une histoire de réseau. Et c'est Lee Leroy-Wood aux États-Unis qui a le premier promu la médecine des systèmes en disant, grâce à la médecine des systèmes, on va comprendre comment l'organisme fonctionne et on va pouvoir faire une médecine personnalisée parce qu'on va, en identifiant tous les variants du génome, eh bien, on va pouvoir montrer comment est-ce que le fonctionnement est perturbé. Et ça, maintenant, le côté médecine des systèmes, qui était le côté recherche, et le côté recherche en essayant de rechercher des mécanismes causaux, c'est-à-dire de trouver des modèles qui expliquent et non pas qui décrivent la maladie. Et ça, c'est complètement évacué maintenant. C'est complètement évacué parce qu'on n'y arrive pas. Et c'est pas qu'on. Alors, il faut juste nous donner un petit peu de temps. On y arrivera, mais je pense que la médecine personnalisée va aller plus vite que la médecine des systèmes qui est censée expliquer comment ça marche. Mais alors, c'est en plein dans les questions qu'un scientifique se pose. Et c'est un petit peu frustrant, quoi. Oui, il a une question oui. ici. Bonjour. J'ai une question peut-être très ouverte à propos de l'intelligence artificielle, de tout ce que vous avez exposé, et peut-être d'un avenir pour l'eugénisme. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, moi j'appelle pas ça. Enfin, j'espère que c'est pas un avenir. J'espère que justement avec l'humain est suffisamment raisonnable. Le côté raisonneur de l'humain, le côté social de l'humain est peut-être beaucoup plus compliqué que dans ces gènes. Donc on peut espérer que l'environnement va continuer d'avoir une part très importante dans le fonctionnement, non seulement humain, mais du coup des sociétés, de la société. Mais en préparant cette présentation, je me suis dit, mais à la limite, on revient aux questions qu'on se pose avec le racisme. Finalement, on cherche quoi? On cherche des variants qui vont expliquer que chez cet individu, il a telle ou telle chose. Donc, on va chercher le risque de ségrégation des gens en fonction de leur profil génétique est extrêmement fort. Alors ça, c'est un premier risque. Après, l'eugénisme, en disant, l'eugénisme, on va chercher l'homme parfait, disant que ce qu'on a tendance à dire aujourd'hui, c'est plutôt l'homme augmenté.
Hein, donc on parle moins d'eugénisme, on parle plus de l'homme augmenté. On va lui mettre une petite puce quelque part qui va faire que ou alors on va le mettre là-haut. Hein, puis comme ça, ses raisonnements vont être beaucoup plus efficaces. Il va pouvoir faire des calculs mathématiques beaucoup plus avancés. Hein, et puis on va pouvoir comme ça avancer justement avec ces obstacles qu'on a. On a du mal à comprendre la complexité. On parle plutôt d'homme augmenté. Et puis là, à nouveau, moi je pense que l'être humain a du bon sens. Et je compte sur ce bon sens pour pouvoir limiter les risques. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Bonsoir, merci pour votre présentation qui a été très claire. Moi, j'aimerais vous dire mon rêve et j'aimerais que vous me disiez ce que vous en pensez. Alors, mon rêve, c'est qu'on instaure une institution internationale, qu'on mette des fonds, où tous les pays mettent des fonds, pour récolter toutes les données de santé et du génome de tout le monde sur la Terre, pour pas qu'il y ait que les Occidentaux qui bénéficient de cette avancée, parce que c'est quand même, moi je pense que ça va être une avancée, et que du coup on récupère tout chez tout le monde tout le temps, et ensuite on arrive mieux à réaliser les corrélations, parce qu'aujourd'hui on n'y arrive pas clairement, parce que les données sont peut-être parcellaires ou pas assez complètes, et réussir à mieux faire les corrélations pour arriver à ce que vous nous proposez de manière complète. Alors, je pense que c'est un rêve, mais ce n'est pas un rêve si éthéré que ça. Je pense qu'il y a du bon sens dans ce rêve. Pour l'instant, ce qui se passe, c'est que c'est à l'échelle de chaque pays. Mais il y a quand même beaucoup d'échanges qui se font entre les pays, où il y a une vraie volonté de la part de la recherche publique d'essayer de mettre les choses ensemble. Des efforts de ce type-là ont été faits. Il faut voir que quand il y a eu le génome humain qui a été séquencé, je vous ai dit, c'est 13 années, 30 institutions, c'était vraiment un effort international. Et l'idée, c'est qu'il fallait que ce soit le public qui le subventionne pour être sûr que ça n'allait pas appartenir à un individu. Ça a failli foirer, parce qu'il y a Craig Venter aux États-Unis qui a fait en parallèle sa course, et puis c'est quelqu'un de très... alors de ce côté-là, il a vraiment fait un excellent travail, mais il a réussi quasiment à doubler le consortium des institutions publiques pour publier le génome il avait tout un centre pour travailler avec lui, mais tout un centre par rapport à 13 pays qui se mettent ensemble, et puis qui... c'était quand même une sacrée réussite. La raison pour laquelle finalement le consortium public a gagné, entre guillemets, c'est que on s'est aperçu qu'il avait quand même utilisé les données publiques qui étaient mises à disposition pour pouvoir finir son propre projet. Donc, vous voyez, il y a quand même toujours une tension entre le privé et le public. Mais ce que vous proposez n'est pas, et de loin, pas du tout si impossible que ça. Donc, alors maintenant, les données de tout le monde, tout le temps, honnêtement, je pense qu'on va avoir un énorme problème écologique. Parce que ça veut dire au niveau simplement de l'énergie qu'il faut pour ces computers, je crois que... Et puis, je crois que ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à avoir suffisamment d'informations pour avoir des datas suffisamment sûres. Et puis après, on peut se contenter d'avoir cette base de départ et puis de renforcer certaines connaissances en fonction de nouvelles connaissances, mais pas forcément à une échelle mondiale. Mais en tous les cas, d'avoir un espèce de centre dans lequel on a une représentation correcte de toutes les populations, ça, je trouve que c'est quelque chose qui... Moi j'adhère. Je ne crois pas que je pourrais donner beaucoup, mais en tous les cas, je pourrais donner un peu pour ça. Est-ce qu'il y a encore une question, une remarque? Oui. Qu'est-ce que vous pensez de ces associations? Vous avez évoqué tout à l'heure la médecine participative.
Qu'est-ce que vous pensez de ces associations qui contribuent je ne sais pas comment dire. Vous parlez des associations de patients. De malades, de voilà. patients. Ouais. D'accord. Ah ben c'est très bien. C'est vraiment très bien parce que ces associations de patients, elles donnent un patient tout seul qui va qui va dire mais il faudrait qu'on fasse quelque chose. Il va pas arriver à bouger une communauté scientifique ni même une communauté médicale. Si vous avez une association de patients, alors, non seulement c'est extrêmement positif pour les patients parce qu'ils peuvent se parler entre eux, ils peuvent se donner des astuces, des trucs, mais en plus, ils deviennent un petit peu une force de proposition. Et puis, ils vont être les premiers, alors, soit à dire, mais attendez, là, vous êtes en train de faire n'importe quoi, nous, on n'est pas d'accord, et puis dans ce cas-là, il faut qu'on les écoute pour savoir, mais pourquoi est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Qu'est-ce qui gêne? Est-ce que vous avez peur d'avoir par exemple, ils peuvent nous dire, mais vous voulez qu'on prédise notre maladie alors qu'en fait, vous avez 0 traitement. Hein, à quoi ça rime? Arrêtez, nous, on n'est pas d'accord et de toute façon, on ne donnera pas notre sang pour que vous puissiez faire ça. Bon, ben voilà, ils ont le pouvoir de leur côté. Et puis, ma foi, ils ont le droit de le faire. Ils participent aussi un peu à la recherche. Alors, le plus souvent, c'est dans l'autre sens. Ils sont plutôt, au contraire, très demandeurs de recherche. Et ils en font eux-mêmes. Absolument. Est-ce qu'ils peuvent contribuer à faire de la recherche? Alors là, sur le modèle des amateurs, par exemple. Voilà. Alors ça, c'est très intéressant. Il y a ces laboratoires, alors je ne sais plus comment est-ce qu'on les appelle, il y a les garages, ou il y a différents mots qu'on utilise pour parler de ces scientifiques amateurs, c'est-à-dire c'est des gens qui n'ont pas fait des études nécessairement universitaires, ou ils ont fait des études universitaires, mais ils veulent développer des projets, poser des questions différemment de ce que l'université. L'université, elle a un carcan quand même dans la façon dont elle pose ses questions. L'intérêt de ces recherches qui sont faites par des amateurs, c'est qu'ils vont poser obligatoirement la question différemment. Et ça, c'est une source qui peut être extrêmement intéressante. Alors, ils vont certainement que dans un certain nombre de cas, ça ne va rien donner. Mais le scientifique, c'est la même chose. Hein, il a tous les outils et tout, il pose des questions, et puis il y a quand même un certain nombre de fois où, non, ça ne marche pas, l'hypothèse de départ n'était pas la bonne, les outils ne sont pas adaptés. Et puis, bon, pour l'amateur, je trouve que, moi j'encourage alors très fortement ça, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Il y a pas mal de plateformes qui se créent en ce moment. Il y a pas mal de plateformes qui se créent pour faire ça. Ben, c'est super. Ouais. J'ai encore une question. Sur l'accumulation des données génomiques, je pense, c'est une hypothèse, que avec le génome, on a du mal peut-être à trouver des maladies génétiques. On en trouve certaines, mais c'est compliqué. Mais en revanche, on a beaucoup moins de difficultés à déterminer la physionomie des personnes. Est-ce que sous couvert de recherche médicale, on ne pourrait pas tomber dans une dérive d'utilisation de ces données pour la sécurité, voire pour le flicage généralisé? C'est tout le problème de la mise à contribution ce qu'on appelle les GAFA, hein, donc Google, Amazon et tout ça, dans des programmes militaires américains. Et où il y a des... Alors, j'ai oublié le détail, je ne sais plus si c'est Google ou si c'est Facebook, mais je crois que c'est Google. Et les employés de Google ont dit, non, mais nous, on refuse de travailler pour les militaires américains. Et le projet, alors là, je vous dis juste ce qui m'est resté en tête, j'ai aussi oublié la nature du projet. Mais la nature du projet, il me semble, était en relation justement avec la reconnaissance des personnes. Donc je pense que le risque est absolument réel, alors. Tout à fait. Et puis ça, à nouveau, je pense qu'il n'y a que en n'oubliant pas notre humanité qu'on peut essayer de contrecarrer ces dérives. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important que toutes les sciences sociales soient très impliquées. Et elles le sont. Elles sont vraiment très impliquées déjà maintenant. Donc je pense que et puis, l'autre chose qui me paraît très important par rapport à cette
à cette médecine ou à ces approches, c'est la transparence vis-à-vis du public. Moi, ce qui me dérange dans tout ça, puis la raison pour laquelle peut-être j'exagère un petit peu le côté critique dans mes présentations, c'est que si vous écoutez les gens, donc si on lit les articles, mais c'est terrible, il y a quasiment un article par semaine dans les journaux sur la médecine personnalisée, et puis ci, et puis ça. Et puis c'est toujours sur le mode, on va pouvoir faire ça, on va pouvoir faire ça. Et puis moi je dis, mais non, on ne va pas, pour l'instant, c'est pas du tout sûr. Peut-être qu'on va y arriver, mais ce n'est pas demain. Alors on est en train d'essayer d'établir, même d'imaginer des lois sur quelque chose. On n'a aucune idée si on va y arriver et quand on va y arriver. Donc ce manque de transparence me dérange beaucoup. Et je trouve que le scientifique prend un risque avec ce manque de transparence. Parce que le scientifique dont je fais partie, hein, je me mets pas à l'écart du peloton pour ça, on passe notre temps à vendre notre recherche. On passe notre temps à dire, mais nous, on va sauver le monde. Vous voyez, moi, je travaille, un des projets principaux sur lequel je travaille en ce moment, qui n'a rien à voir avec tout ce que je vous ai présenté, c'est comment se fait-il que quand on mange quand on devient obèse, eh bien, il y a un tissu adipeux qui répond très bien, c'est le tissu adipeux sous-cutané. Lui, il absorbe, rien ne se passe. Mais par contre, le tissu adipeux, c'est-à-dire la graisse qui est à l'intérieur du ventre, elle devient malade. Et c'est elle qui va provoquer les complications de l'obésité. Et donc, on essaye de comprendre, mais c'est quoi la différence entre ces deux tissus? Pourquoi est-ce qu'il y en a un qui réagit bien, puis l'autre pas? Et puis, si on comprend les différences, on va pouvoir essayer de modifier, de trouver un médicament qui va permettre de changer le processus. Alors, évidemment, qu'est-ce que je fais quand je demande de l'argent au Fonds national suisse? Eh bien, c'est, moi, on va trouver un remède miracle contre l'obésité. Je sais pertinemment que ça ne va pas être possible, en tous les cas pas tout de suite, qu'on va contribuer pour un petit bout à cette recherche, et puis qu'après, il faudra encore d'autres recherches. Mais il y a une surenchère de promesses qu'on fait dans la recherche scientifique qui, à mon avis, est dangereuse. Parce qu'à un moment donné, eh bien, la société va dire, écoutez, ça fait 50 ans que vous nous promettez la Lune, et puis maintenant, il n'y a rien qui se passe. Alors, maintenant, on arrête de vous financer, et puis on peut retourner à un état, alors qu'aujourd'hui, la recherche est quand même bien soutenue, hein, on prend des risques en faisant trop de promesses. Et donc, moi, je trouve qu'une des nécessités pour la médecine personnalisée, c'est plus de transparence sur là où on en est, pourquoi est-ce qu'on a besoin de vos cellules pour nous aider à avancer, mais en toute transparence. Et puis ça, ce n'est pas encore le cas. Oui, on va prendre une dernière question. Alors, bonsoir, je vais essayer d'être claire parce que j'essaie de me le répéter dans ma tête. Alors, vous avez parlé essentiellement de la physiologie des pathologies, mais vous avez aussi mentionné que le séquençage génétique pouvait être utilisé pour identifier des maladies psychiatriques. Oui. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai vu un reportage qui a été fait sur Arte et qui mentionnait l'utilisation de profils psychiatriques ou psychologiques qui avaient été établis avec du big data par Cambridge Analytica à la demande d'un supramilliardaire et de son candidat à l'élection européenne, américaine qui aujourd'hui est sur le podium. Donc, vous mentionnez les GAFA tout à l'heure, et donc moi je m'interroge aussi à l'utilisation justement sur un ciblage et une utilisation qui ne serait pas forcément de la catégorisation, comme le risque qu'on peut avoir par exemple avec la discrimination de type racisme, mais un usage plutôt ciblé sur des populations manipulables ou à profil psychologique plutôt ciblable, je ne sais pas si ça peut se dire. Alors, oui, ça fait partie des risques. Et puis, de fait, on voit qu'apparemment, ça marche. Hein, puisque toute l'histoire de Cambridge Analytica, c'est que, justement, ils ont réussi à collecter des données, ils ont réussi à établir des profils des personnes et à envoyer des messages qui correspondent à... Ils ont anticipé les réponses possibles de ces personnes en fonction du type de message qu'ils allaient recevoir, et puis à comme ça, modifier leur perception de la réalité.
Alors ça, oui, bien sûr. Mais je ne sais pas si... Je ne suis pas sûre que les données génomiques vont apporter un gros plus. Je pense que le profil, c'est de la même façon qu'aujourd'hui, je vous ai montré, hein, c'est les scores pour prédire le diabète. Il suffit de prendre l'âge, la taille, etc., hein, des choses cliniques qu'on observe, qui sont faciles à faire, hein, pour prédire le diabète. De la même façon, je pense que dans les profils psychologiques, ils s'appuient surtout sur toutes les données. Ces gens, ils parlent avec qui, ils vont voir quel type de vidéos sur Internet. Donc, c'est plutôt des profils de psychologique plutôt que des profils génomiques. Alors, est-ce qu'un jour, on prend le risque d'avoir justement d'aller jusqu'à un profilage qui permette, en fonction de vos génomes, d'être sûr que vous allez, si on vous donne tel stimuli, vous allez répondre comme ça, et puis ça va permettre d'élire un tel. Moi, je pense que ça, c'est de la science-fiction. Mais je peux me tromper. Ben voilà, on va rester sur cette question ouverte pour cette soirée. Et merci beaucoup, Madame Desvergnes.